aussi une manière un peu plus, je ne dirais pas révoltée, mais ardente. C'était le 23 novembre dernier, sa dernière apparition publique. Bien qu'affaibli, Édouard Glissant avait accepté de participer à une soirée poétique où ont été lus par des comédiens des extraits de son livre La Terre, le Feu, l'Eau et les Vents, une soirée organisée au Théâtre de l'Odéon à Paris, où l'écrivain martiniquais s'est éteint ce matin à l'âge de 82 ans. Édition spéciale ce soir pour revisiter sa vie et son œuvre en compagnie du plasticien Victor Anissé, qui est avec Patrick Chamoiseau, son exécuteur testamentaire, et de nombreux invités qui nous rejoindront tout au long de ce journal qui nous mènera jusqu'à 20h30. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. C'était donc un grand penseur des Antilles et du monde qui a développé jusqu'au bout une réflexion mettant l'homme et la pluralité des cultures au cœur des grands mouvements de notre temps. Ce sont les mots de Nicolas Sarkozy qui rendait hommage ce matin à Édouard Glissant. L'écrivain et poète martiniquais est très malade ces derniers mois, s'est donc éteint ce matin à Paris. Il laisse derrière lui une œuvre immense, prix Renaudot en 1958, fondateur des concepts d'antillanité, de créolité et du tout monde. C'était aussi un militant anticolonialiste opposé à la guerre d'Algérie. Il sera expulsé des Antilles et assigné à résidence en France. Une vie de combat qui se confond donc avec une œuvre. Christian Tortel. Édouard Glissant, poète du tout monde et du chaos du monde considéré comme beauté. Ses amis le lisent ainsi dans une relation où chacun exprime sa poésie singulière. J'ai mélangé les langues pour traduire la pensée d'Édouard, en choisissant des phrases qui me semblent types, vraiment significatives de son travail. La créolisation, c'est le métissage avec des résultantes imprévisibles. Le monde entier se créolise. Dans ses romans, sa poésie, ses essais, son théâtre, Édouard Glissant, né à Sainte-Marie en Martinique en 1928, a utilisé la rhétorique du conteur créole pour répéter, ressasser inlassablement, dire et redire qu'il n'y a pas de culture sans toutes les cultures. Je dis souvent, j'écris en présence de toutes les langues du monde. Mais on pourrait dire aussi, j'écris en présence de toutes les identités du monde, ou en présence de toutes les spiritualités du monde, ou en présence de tous les malheurs du monde. En 1958, Glissant devient célèbre avec le prix Renaudot pour La Lézarde. Ces années 50 sont marquées par sa participation aux 2 congrès des écrivains et artistes noirs, son engagement auprès des intellectuels algériens et la fondation du Frontillo guyanais. Il est expulsé de la Guadeloupe et assigné en résidence en France. Chez Glissant, il y a d'abord l'antillanité, où il s'agit de restituer leur histoire aux fils et filles de la cale négrière. Puis le tout monde, où il développe une pensée en archipel plutôt qu'une pensée continentale, monolingue, une pensée de système. C'est une théorie qui intègre ce qui n'est pas encore théorisable, qui accepte qu'il y a en elle une part d'inconnu, contrairement à tant d'intellectuels qui n'aspirent qu'à rationaliser et à, comment dirais-je, à cadastrer la totalité du monde. Les derniers engagements politiques de Glissant avec Patrick Chamoiseau renforcent sa démarche poétique. Beaucoup de réactions, aussi bien locales que nationales, à cette disparition. Alfred Marie-Jeanne rend hommage à l'auteur engagé et souhaite que cet engagement trouve un écho plus fort dans les consciences martiniquaises. Serge Larcher salue la mémoire de ce géant de la pensée, en ajoutant que la Martinique perd un peu plus de 2 ans après la disparition d'Aimé Césaire, l'autre pièce maîtresse de l'histoire de sa littérature. Pierre Samo fait part de sa très vive émotion, Garcin Malsa et Louis-Joseph Manscourt de leur tristesse. Luc Clémenté souligne le parcours exemplaire de Glissant. D'autres réactions maintenant recueillies à Paris, on les écoute. L'émotion, même si on le savait très malade ces derniers jours, c'est une grande figure de la littérature française et d'outre-mer qui vient de nous quitter, et quelque part c'est un peu une lumière qui s'éteint au moment où on parlait hier soir de l'année des Outre-mer. Donc vous imaginez que toute la communauté se sent particulièrement touchée par la disparition d'Édouard Glissant. C'est un penseur, c'est un philosophe, c'est quelqu'un qui a, à mon avis, apporté beaucoup au raisonnement, à la réflexion et à la pensée antillaise d'une manière générale et dans le monde. Donc c'est une très grosse perte. Et c'est aussi quelqu'un qui a, de mon point de vue, beaucoup travaillé sur la créolité
mais qui n'a jamais voulu enfermer et ghettoiser la créolité. Ça fait quand même plus de 30 ans maintenant que sa littérature, sa poésie me plonge dans un éblouissement vertigineux, que ce soit la poétique de la relation, la pensée du tremblement, l'identité rhizome, toute cette façon d'embrasser l'univers, d'embrasser la complexité de l'humanité à travers justement sa théorie du tout-monde. Voilà, moi c'est du bonheur permanent et bon, voilà, je suis profondément déchirée, profondément. Édouard Glissant fait partie de ces grands qui ont marqué le monde. Avec Césaire, avec Fanon, il fut l'un des 3 grands écrivains à avoir donné à la Martinique un visage. La petite Martinique, quelques centaines de milliers d'habitants, eh bien cette petite Martinique était connue des grands écrivains, des grands poètes, parce qu'il y avait ces 3 hommes. Nous avons perdu un grand homme qui fut un grand Martiniquais, mais un grand Caribéen, un grand Français. Le monde a perdu aussi un de ses plus grands écrivains, un homme qui aimait et qui caressait la langue et qui en faisait un véritable instrument de rassemblement. Pour lui, il n'y avait d'identité d'ailleurs que plurielle. Même ceux qui pensent avoir une identité unique, en fait, c'est parce qu'ils ont oublié les identités multiples qui ont formé leur identité. Donc c'était son image de l'identité rhizome. Il avait d'ailleurs un talent dans la construction de métaphores très, très parlantes qui aidaient à mieux appréhender des concepts, notamment ceux qui concernent ces phénomènes de créolisation, donc de construction d'identité plurielle avec l'émergence d'identités, de cultures tout à fait différentes de la somme des apports. Né à Sainte-Marie, Édouard Glissant avait élu domicile au Diamant depuis une vingtaine d'années. Il y possédait une maison où il se rendait régulièrement lors de ses passages dans l'île, un havre de paix où l'écrivain puisait son inspiration. C'est pour cette raison qu'un hommage sous forme de veillée culturelle lui sera rendu sur le site du mémorial de l'Anse-Cafard mardi prochain. Francine Aglaé, André Canquion. Une villa nichée dans un coin du quartier La Chérie au Diamant. C'est ici que vivait Édouard Glissant lors de ses passages à la Martinique. Et comme pour lui rendre visite, ses proches ont tenu à venir sur place, revoir cette demeure où l'écrivain aimait se ressourcer, puiser son inspiration. Face au rocher du Diamant, un vrai havre de paix, son frère se souvient des moments qu'Édouard passait ici. Sur cette terrasse, souvent, il y était, à contempler son rocher et à puiser. Il avait tenu à habiter au Diamant, il aimait cette commune particulièrement. Et puis, face au rocher, c'est là qu'il puisait son énergie, je pense. Et c'est pour toutes ces raisons que la famille a tenu à organiser une veillée funèbre mardi soir ici, au mémorial de l'Anse-Cafard au Diamant. C'était un des vœux de l'écrivain. Dès ce matin, la municipalité était donc à pied d'œuvre pour mettre en place toute la logistique de la cérémonie. La cérémonie des funérailles se fera le mardi soir, ici même sur le mémorial de l'Anse-Cafard où nous sommes et où Édouard venait régulièrement. Donc nous aurons les funérailles le soir avec une organisation qui est faite par ses amis les plus proches, à savoir Patrick Chamoiseau et Victor Anissé et puis d'autres. Pour accueillir le public, plusieurs chapiteaux seront implantés sur le site. Des chapiteaux et un podium qui accueilleront des conteurs, écrivains ou autres. Des personnalités venues du Canada, des États-Unis et d'Afrique sont également attendues pour cette cérémonie, juste en face de la demeure qu'il chérissait tant. Les réactions également dans la rue avec l'émotion ce matin au Robert à l'annonce du décès d'Édouard Glissant. Des réactions recueillies par Carl Sivat et Marc-François Calmont. Il part, un grand qui s'en va, donc se remettre un petit peu dans notre culture. Il n'en reste pas beaucoup. Hein. Donc c'est un grand représentant de culture qui est parti pour aujourd'hui. Donc une pensée pour lui. Relire un petit peu ses livres. J'ai entendu beaucoup parler de lui, hein, là, surtout ce matin. Et c'est dommage qu'il faut qu'il soit mort pour parler autant de lui. Parce qu'on n'entend pas ça du tout. Hein. C'est lorsque quelqu'un est mort qu'on parle beaucoup de lui. Vous venez de me l'apprendre et c'est vrai que je pense que c'est une très très grande perte pour la Martinique, de par son talent, puisque c'est un homme qui est, on peut dire, presque internationalement connu. Donc c'est vraiment dommage. Encore un autre qui part.
Le décès d'Édouard Glissant nous ramenait quelque part, nous rappelle inévitablement au décès d'Aimé Césaire. C'est un poète de chez nous. C'est également, ça réveille beaucoup de choses, notamment pour ceux qui aiment la poésie, pour ceux qui aiment la littérature, pour ceux qui sont vraiment impliqués dans ce domaine-là. Son décès ne peut pas passer inaperçu. Ayant étudié ça au lycée, ça fait quand même quelque chose de savoir qu'ils disparaissent, enfin avec l'âge ils disparaissent quand même l'un après l'autre. Donc j'espère que derrière ça il y aura une relève. C'est une grande perte pour la Martinique. Donc je sais à l'époque, j'ai eu 2 sœurs qui étaient à l'école là-bas. Je ne me rappelle plus, c'était à Didier, une école privée. Et c'est comme ça que je l'ai connue. Donc c'est une grande perte pour la Martinique. J'écrivais sur le blog de Raphaël Confiant, qui a rendu un très bel hommage d'ailleurs, que c'était un humaniste non désespéré. Il avait une joyeuseté en lui, il avait de l'espoir. J'aimais bien ce type. En tant que personne, en tant qu'écrivain, n'en parlons pas bien sûr, mais voilà. Édouard Glissant était le fondateur de l'IME, l'Institut Martiniquais d'études, une école fondée à la fin des années 60 et qui existe encore aujourd'hui sur la route de Didier à Fort-de-France. Il avait créé cet institut parce qu'à l'époque, beaucoup de jeunes Martiniquais ne trouvaient pas de place dans les lycées de Fort-de-France. Il voulait également susciter un esprit critique chez cette jeunesse. Glissant, qui était par ailleurs un pionnier, il a été le premier à proposer que l'enseignement soit adapté à notre environnement caribéen. Franck Zozor, Guillaume Fraissinet. Voici l'une des œuvres majeures d'Édouard Glissant, l'IME, l'Institut Martiniquais d'études. Créé en 1967 parce que trop de jeunes Martiniquais, faute de place, n'avaient pas accès aux 2 lycées d'enseignement général de Fort-de-France. Il a donc créé, sur la route de Didier, une école très spéciale pour former l'élite, dira-t-il. Une élite à l'esprit critique, implantée dans son milieu, la Martinique, la Caraïbe, école qu'il a fondée avec Marc Pulvar. M. Pulvar et M. Glissant étaient 2 nationalistes martiniquais et c'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que le projet dès le départ était de dire faisons quelque chose pour notre pays, pour notre société. Et dans des, disons, dans des styles peut-être différents, mais les 2 avaient la même pensée. À cette époque, il n'y avait que 2 lycées en Martinique, le lycée Churchill et le lycée de jeunes filles, et les élèves qui venaient de communes, les élèves de CSG d'alors, y entraient au compte-gouttes. Un élève par établissement, souvent le plus âgé. Pas parfois on mérite. Donc l'ouverture de l'Institut Martiniquais d'études a permis à des dizaines, je dirais des milliers de jeunes Martiniquais d'avoir accès au lycée et même à des études supérieures. Acoma, c'est le nom de cet arbre qui trône dans la cour de l'école, mais c'est aussi le nom d'une revue créée à l'IME en 1971. Et dans ce même amphithéâtre, sous cet Acoma, Édouard Glissant aimait s'entretenir avec ses élèves, discuter avec eux des mouvements culturels du monde. La culture, un axe important de la politique éducative de l'IME. Entre 67 et 77, l'école a eu une activité culturelle intense, créant même son propre festival culturel. Entre les professeurs et les élèves, il y a eu donc des expériences de théâtre, et de ciné-club, et il faut rappeler que le festival de Fort-de-France a pour origine le festival créé par l'IME. Quelque part, on formait une espèce de petite famille. C'était les professeurs aussi qui étaient dans les troupes de théâtre, qui animaient le ciné-club, qui animaient Acoma, si vous voulez. C'était... des fois, quand on regarde comment fonctionnent certaines écoles américaines, c'est un petit peu cette méthodologie d'intégration, disons, globale. Les États-Unis, qu'Édouard Glissant a rejoint en 1980. Il arrêtera par là même d'enseigner à l'IME. Il démissionnera de son conseil d'administration en 1991. Cet institut l'a suivi jusqu'à la mort. Édouard Glissant est décédé le 3 février, tout comme Marc Pulvar, lui aussi disparu un 3 février. Pulvar, Glissant, 2 hommes, un idéal martiniquais d'éducation, l'IME. Hasard du calendrier, ce matin avait lieu au Lamentin un échange par visioconférence autour du prix Carbet du livre, un prix qui a été créé entre autres par Édouard Glissant. Échange entre des lycéens martiniquais, guadeloupéens et guyanais pour préparer le prochain prix Carbet qui aura lieu le 7 février à Pointe-à-Pitre. Un rendez-vous débuté par une minute de silence en hommage à Édouard Glissant. Émotion et témoignages, on écoute Viviane Ferrati, elle est enseignante au lycée de Ducos. Nous a permis aussi d'une part de rendre hommage à Édouard Glissant, qui est une figure tout à fait forte, qui a été d'une part, comme vous venez de le dire, l'initiateur du prix Carbet, mais en tout cas mettre l'accent surtout sur le travail qu'il a mené, à savoir évidemment à partir de l'antianité, du concept du tout monde, porter sa réflexion sur cette ouverture à la Caraïbe.
Les apparitions publiques d'Édouard Glissant étaient rares ces derniers mois en raison de sa maladie, mais il avait tenu en mai 2010 à participer à Paris à la commémoration nationale de l'abolition de l'esclavage, une commémoration à l'émergence de laquelle il avait contribué en tant que président de la mission que lui avait confiée Jacques Chirac 4 ans plus tôt, une mission en vue de la création d'un centre national consacré à la traite et à l'esclavage. Louis Advas, Hervé Baraduc. Lettre de Victor Hugo aux États-Unis d'Amérique concernant l'esclavage et plus particulièrement John Brown. Ces esclaves, ces nègres, un homme blanc, un homme libre, John Brown a voulu les délivrer. Quelques personnalités, mais pour l'essentiel des anonymes. En ce lundi 10 mai, journée commémorative des abolitions des esclavages, une quinzaine de personnes ont prêté leur voix pour lire des textes forts qui encensaient ou au contraire dénonçaient l'esclavage. L'oppression d'un être humain par un autre, pour moi ça me concerne. Que ce soit de l'individu ou d'un groupe d'individus. Donc l'esclavage, je trouve ça va de soi, ça nous concerne tous. J'ai choisi d'ouvrir sur un autre soleil les yeux de mon fils. Ces textes ont été rassemblés par Édouard Glissant. On y retrouve bien sûr des extraits du Code noir, des propos de Toussaint Louverture, mais l'intellectuel a aussi exhumé des textes beaucoup moins connus de Victor Hugo, Prosper Mérimée ou encore du père du Tertre, sa façon d'alimenter ce qu'il appelle l'insurrection des mémoires. Il faut la manière scolaire, mais il faut aussi une manière un peu plus, je ne dis pas révoltée, mais ardente. Body swinging in the southern breeze. Et pour ponctuer la soirée, entre autres, cette interprétation d'une chanson de Billie Holiday, Strange Fruits, tirée d'un poème, l'un des tout premiers réquisitoires artistiques contre les lynchages pratiqués dans le sud des États-Unis. Et notre premier invité ce soir, c'est Victor Anissé, le plasticien. Vous êtes avec Patrick Chamoiseau, l'exécuteur testamentaire d'Édouard Glissant. Et c'est vous donc qui serez donc chargé de préparer donc cette cérémonie de mercredi au Diamant. Je suis un tout petit peu gêné de vous interroger parce que je sais que vous êtes très ému et que beaucoup de larmes donc peuvent venir donc en raison de toutes ces images que vous revoyez. Et quand vous revoyez justement ces images, vous repensez, j'imagine, à un certain nombre de choses que vous avez vécues ensemble, parce que c'était d'abord avant tout votre ami. Vous vous connaissiez à Paris, ensuite vous l'aviez rejoint ici et vous aviez travaillé donc à l'IME. Quelles sont les images qui reviennent comme ça? Si vous permettez, je vais déjà présenter mes condoléances à toute sa famille. Mes images fortes, c'est cet homme. Quand j'étais étudiant à Paris, je le connaissais, je ne le fréquentais pas, mais je suivais avec toute une équipe. Et quand je terminé mes études en 1967, l'image forte, c'est comment il a ouvert tout de suite ses bras en me disant « C'est aussi ta maison, Victor, tu viens quand tu veux, comme tu veux. Par contre, je peux te demander quelque chose, c'est est-ce que tu peux venir le soir, en dehors de ton cours, de ton travail, s'occuper des jeunes. Mais je m'occupais surtout des jeunes. Il y avait des étudiants guadeloupéens qui étaient de passage. Et le soir, une fois que les Martiniquais étaient partis, ils se retrouvaient seuls. Ils avaient des petites chambres comme ça. Et donc le soir, on faisait des cours de dessin dans une salle. Et ce que j'avais trouvé de fort avec lui, c'est comme il a l'amour de l'art et un respect terrible pour les artistes. Il s'arrangeait pour qu'en dehors de moi, qu'il y ait un photographe pour faire des cours de photo, qu'il y ait Bib Monville qui vienne faire du jazz, Bib Monville faisant des dissertations musicales, expliquant aux gens pourquoi jouer du jazz, etc. Et les frères Bernard, etc. Et donc, il avait créé une ambiance assez extraordinaire. Et on restait là longtemps le soir, ensemble, et à discuter. Et bien sûr, je m'enrichissais énormément. Et il m'a... C'est un peu facile, mais il m'a énormément apporté. Et il a ouvert parce qu'il était très critique. Il était très sévère. Il n'acceptait pas n'importe quoi. Il me dit, mais non, il
faut travailler, Victor, c'est pas encore bon. Allez, vas-y, après on verra, on va discuter. Bref, c'est ça, je te demande d'aller toujours de l'avant, de produire, de faire des choses. C'est ce que je te demande de faire. Et comme étymologiquement, le mot faire, c'est dire ah, mais il faut ajouter rapidement de s'aimer, faire de s'aimer. Il disait fais, produis, on verra après. Parce qu'une fois, je me suis trouvé dans une situation, lors d'une exposition, je suis venu le voir, j'ai dit, mais Édouard, mais j'en ai assez, pourquoi je peins, pourquoi je fais des céramiques, etc. Il m'a dit, fais, ça va toujours servir, tu vois, on aura besoin, dans 10 ans, dans 15 ans, on aura besoin de tout travail, donc ne t'occupe pas de ça, mais produis. Ouais, c'est ce monsieur qui te poussait, comme ça. Je tiens à dire monsieur, parce que c'était un monsieur glissant. Vous voyez, pour moi, c'est ça. C'est ces images fortes. Mais on peut imaginer comment Édouard était simple. Les gens, d'une simplicité, il était là. On a l'impression qu'il était hautain, mais sa prestance. C'était un grand homme, je suis désolé. Et physiquement, et puis de talent. Donc il disait simplement, il disait voilà, on va faire, il faut faire ça, Victor, il faut qu'on y aille. Fais produit. Tu vois? C'est ça que j'ai retenu. Et jusqu'à, je l'ai vu sur son lit à Paris, il y a 2 mois, je regardais, je me disais, c'est pas possible, quoi. Ouais. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans celle qu'on a pu lire aujourd'hui à travers tous les témoignages, c'est la phrase d'Ernest Pépin qui dit « Peu l'ont vraiment compris, beaucoup l'ont admiré, voici venu le temps de le lire ». Et c'est vrai qu'on avait le sentiment pour beaucoup que son écriture était un peu ardue, difficile, et qu'aujourd'hui, quand on entend, que ce soit Claude Lys, que ce soit donc différentes personnalités, parler justement de ces racines multiples et surtout de ces racines rhizomes, des mots qui étaient ces mots à lui, mais qui n'étaient pas forcément perceptibles par tout le monde, on a l'impression peut-être que les choses vont se mettre en marche et que peut-être enfin on va le lire et le comprendre. Il faut le lire, hein. Il faut le lire Édouard. Hein. Et parce que... c'est prétentieux de dire qu'il a tout dit, mais il faut lire. Il faut prendre le temps de lire et de relire. Moi, personnellement, je disais, tu sais, Édouard, c'est ton truc, là. Il me dit, mais tu ne m'as pas lu. Et on pense ce que je te dis. Parce qu'il avait une manière, mais tu ne l'as pas lu. Va, lis et reviens. Et on va discuter. Et il faut lire ce monsieur, et surtout ses poèmes. Est-ce qu'il vous parlait de tout ce qui avait constitué aussi son engagement, qui n'était pas seulement que littéraire, mais qui était aussi humain, on l'a dit, avec notamment ce qui s'est passé dans les années 60, son militantisme anticolonialiste, le fait qu'il était donc exilé donc en France. Est-ce qu'il ressentait cela comme étant quelque chose qui avait été une injustice? Comment est-ce qu'il le vivait encore aujourd'hui? Est-ce que c'est tout ça qui servait de ressort pour pouvoir justement continuer à se battre? C'est entre autres. C'est entre autres. Il n'y a pas que ça. Dans une petite société, c'est pas ça seulement, Édouard. C'est pas ça seulement qui n'a pas pu supporter. Il peut se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que les gens ne puissent pas accepter? Qu'est-ce que ce monsieur a fait? Aider les gens, qui a pris les gens dans la rue, des enfants. Ce monsieur, une fois qu'il avait, les gens vont sûrement le dire mieux que moi, mais une fois que les gens avaient payé leur bourse, ceux qui pouvaient, il y en avait qui pouvaient payer les bourses, tout ce qu'il y avait en plus, il prenait tout ce qu'il y avait en plus et il décidait de donner à un jeune qui n'avait pas les moyens. Et vous voulez dire qu'il n'a pas été compris forcément? Ok, non. Il prenait pour tirer les gens. Mais comme je suis passé par là, moi, mon enfance, je ne vais pas parler de moi, mais je sais ce que c'est que quand quelqu'un te donne la main, il te dit, bon, monte, il y a encore une marche. Toi, je n'ai connu que ça. Et je vois ce monsieur faire ça en 1968. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il doit faire là? On est? Et il n'avait que ça. C'est tout ce qu'il a fait. Et puis il a mis il y a des professeurs, ils doivent me poser là, et puis il a dit, monsieur, il faut nous aller. Et si vous permettez, il y a une chose qui m'a frappé, et pour bien comprendre. Et je suis arrivé en 67, je donnais des cours à la Tracé, les gens ne savent pas. Mais la Tracé est un centre. Et quand j'ai vu que la dame avait enlevé les barbelés, elle a dit que j'appelle ça le clair-logis, au lieu d'arbres, la dame avait planté des fleurs. Édouard a dit,
Nous faisons l'école, je ne veux pas de fenêtre, je ne veux pas de porte. Qu'il n'y ait pas de barbelé. Victor Anissé, vous allez rester donc avec nous jusqu'à la fin de ce journal. Voici en tout cas pour ces premières images et ces premières réactions donc à la mort d'Édouard Glissant. On va revenir donc en fin d'édition dans une édition spéciale donc consacrée donc à Édouard Glissant. On revient donc à la mort d'Édouard Glissant avec une édition spéciale et comment ne pas mieux la débuter qu'en réécoutant les paroles de l'écrivain à l'occasion de l'émission Encre Noire de Catherine Lepelletier, l'occasion de revenir sur un de ses concepts, le concept de l'identité multiple qu'il appelle encore identité rhizome, un concept qui s'oppose à l'identité racine. On l'écoute. La notion de tout monde est une notion philosophique, une notion d'une grande complexité, et ce qui peut sembler étonnant, c'est que cette notion a eu un grand succès. L'on ne sait pas toujours quelle définition exacte donner du tout monde. En tout cas, en réussissant à élaborer ce concept du tout monde, Glissant a certainement apporté une contribution philosophique considérable aux grandes questions qui se posent dans un monde toujours plus déchiré, dans un monde toujours plus violent, dans un monde toujours plus déchiré par les contradictions. C'est une pensée qui est extrêmement, je dirais, avancée philosophiquement. Et cette pensée, selon moi, prend naissance d'abord sur la notion de créolisation qui elle-même prône la diversité du monde. Et c'est dans cette quête de la diversité, ou cette compréhension de la diversité, que Glissant va élaborer la théorie du tout monde. Voilà, donc petite inversion de cassette, vous avez reconnu donc les écrivains Ernest Pépin et Roger Thompson, donc qui réagissaient donc à la disparition d'Édouard Glissant. J'ajoute, puisque ces réactions ont été recueillies en Guadeloupe, que Victorin Lurel, le député de la région Guadeloupe, a également réagi en saluant le grand penseur de la créolisation, que les engagements de toute une vie auront conduit à être l'une des incarnations de l'intellectuel total. Jocelyn Batucci nous a rejoint, il est, vous le savez, donc chroniqueur littéraire sur Martinique Première, donc avec Victor Anissé qui est le fil rouge de cette édition spéciale. On a aujourd'hui effectivement donc focalisé sur la pensée d'Édouard Glissant. Elle était dense, elle n'était pas forcément simple. Est-ce que aujourd'hui, justement parce que ce déclic peut se faire à travers cette disparition, vous pensez qu'on peut peut-être davantage la comprendre ? Je pense qu'on peut la comprendre de plus en plus. La raison est très simple, c'est que, bon, il faut avant tout ne jamais oublier que Glissant, en dehors du fait qu'il était un poète, qu'il était aussi un écrivain, c'était aussi un philosophe, un grand penseur. Et partant de l'antinéité qui nous donne le fondement, justement, qui nous permet de nous éclater sur la Caraïbe, passant par la créolisation et le tout monde, ça nous permet de mieux nous comprendre et de savoir que notre relation, la poétique, justement, ce qu'il appelle la poétique de la relation, nous permet d'avoir une certaine relation d'interpénétration avec les autres et mieux se comprendre. Il ne faut pas que les relations soient homogènes, il faut qu'elles soient hétérogènes pour qu'il y ait quelque chose. Et puis, il ne faut pas oublier que le fait de parler plusieurs langues, de se rencontrer à travers plusieurs langues, permet une élaboration de compréhension du monde. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, Glissant n'a jamais été vraiment difficile à lire. Le tout, c'est de comprendre toute sa pensée philosophique. Il part de l'antianité, la créolisation, il arrive au tout monde. Et c'est ça qui est assez particulier, justement, c'est qu'il est toujours en rupture. Il part peut-être de l'antianité, mais il avait d'abord rejoint donc les Césaire. Oui. Ensuite, il a évolué, il était en rupture par rapport à tout ça. Et il était en rupture ensuite après avec la créolité, en rupture pour arriver jusqu'au tout le monde. C'est cette rupture-là qui marque justement toujours une mobilité dans sa pensée. Absolument. Et c'est très important ce que vous dites. Mais si, il avait trouvé peut-être dans la négritude une certaine limite, puisque les origines dans le discours césarien, l'essence même partait de l'Afrique pour arriver à nous. Et lui, il disait, pas uniquement, et pas forcément, pas uniquement, il y a l'Amérique latine, il y a la Caraïbe et tout ça, et c'était une occasion, bien sûr, de penser aux Amérindiens, de penser à d'autres peuples et tout ça. Donc je crois qu'il avait compris des choses qui nous permettent d'aller dans le vent. Mais s'il a pris le fondement chez Césaire, il a pu évoluer pour arriver au concept du tout monde. Et c'est là la puissance, parce que cette identité rhizome dont vous parliez tout à l'heure, qui était le maître mot de Glissant, permet, vous savez, les fameux racines rhizomes que l'on retrouve la Terre, c'est des racines gonflées qui sont interconnectables. Et c'est cette interconnectabilité qui permet aux gens de mieux se comprendre et une meilleure approche. Il n'aimait pas le terme mondialisation non plus, il disait mondialité. Oui. Parce que la mondialisation, les gens se battent à partir des identités racines, et il préférait le terme mondialité où les gens peuvent échanger, se comprendre.
Juste une réaction par rapport à tout ça. Et on s'aperçoit finalement que la pensée d'Édouard Glissant est en rupture avec tout ce qu'on voit en ce moment, avec cette espèce de repli qu'on observe partout dans le monde, que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs. Et lui, justement, il voulait faire éclater tout cela. Bien sûr, nous, en tant que plasticien, il m'a toujours dit, Victor, si tu es... je sais que tu es martiniquais, je sais que tu es né au Marigot, mais il faut que tu ailles un peu plus loin. Tu as été qu'en Europe, hein? Donc il faut aller dans la Caraïbe. Et c'est vrai qu'il m'a poussé, et depuis les années 75, depuis 72, je suis parti en Guadeloupe, et puis j'ai fait toute la Caraïbe. Que ce soit Curaçao, que ce soit Saint-Domingue, etc. Notre ami nous quitte, oui. Ouais. Et donc, il m'a toujours poussé à aller voir ce qu'on a. Et il m'a dit, il faut surtout aller voir, faire l'état des lieux dans la Caraïbe. Il faut aller voir où nous sommes à Sainte-Lucie en art plastique, où nous en sommes à Dominique, où nous en sommes à Curaçao, etc., à Barbade, etc. Et donc, il m'a toujours poussé vers ça. Et pas moi seulement, c'est-à-dire tous ceux qui étaient autour et qui voulaient bien écouter aussi. Victor Anissé, on le sait, donc Édouard Glissant, c'est aussi le nom d'un collège au Lamentin. L'écrivain qui avait assisté à son inauguration en 2003, était revenu dans l'établissement l'an dernier. Les élèves s'en souviennent encore. Irène Émonide, Patrice Châteaudegas. Il était là en décembre 2009. Ils l'ont vu en vrai, au collège qui porte son nom depuis une décennie, Édouard Glissant. Alors forcément, d'un bout à l'autre du bâtiment, on peut parler de lui. All eyes on me. Il y avait une phrase qu'il disait souvent, c'était « L'homme est sur terre pour dire sa propre vérité » et il respectait toujours cette règle-là. C'était l'habitude, il faisait toujours comme ça, parce qu'il parle. Quelqu'un qui comptait beaucoup pour nous au collège, par rapport au nom qui a été donné au collège et aux œuvres aussi. Ce matin, j'ai appris la nouvelle. J'ai été vraiment attristée, sachant que ma classe et moi avions déjà commencé une production sur lui, un acrostiche. On a décidé d'accélérer pour pouvoir montrer notre production rapidement et pouvoir l'honorer. Je sais qu'il est né le 21 septembre 1928. Qu'il écrit beaucoup de romans comme Ormerode, Tout le monde, La Lézarde. Il a reçu le prix Renaudot grâce à La Lézarde. Et puis, il faisait beaucoup d'essais aussi. Lors de son passage dans l'établissement, nous avons beaucoup discuté. Et en plus, hier, j'ai vu un film Logem où il intervenait et donnait quelques témoignages. Et quand ce matin, j'ai su qu'il n'y était plus, j'avoue que ça a été bouleversant. Plus âgé de quelques années, les étudiants du campus de Schœlcher. Édouard Glissant, l'inventeur du tout-monde. Pas vraiment. Personne, vous vous cachez. Pas grand-chose. Vous savez l'Édouard Glissant? Ah, je sais où il est. On connaît tout juste les auteurs au programme. Je le connais juste en tant qu'écrivain. Et puis bon, on entend parler de lui un peu à la télé et tout. C'est tout. Vous connaissez ses œuvres? Vous savez ce qu'il a écrit? Non, alors là, Ah, ça me dit rien, franchement. Juste le collège, c'est tout. Ce que je sais, il avait reçu un prix pour la Lézarde. Ce que je peux regretter, c'est peut-être que ces écrits, ces connaissances n'ont pas été véhiculées assez tôt dans le monde, dans le domaine des connaissances de nos étudiants. Un hommage sera rendu néanmoins au philosophe, poète, romancier dans les prochains jours au collège Édouard Glissant du Lamentin. Le journaliste et écrivain Tony Delcha nous a rejoint. Bonsoir. On a entendu à l'instant donc des étudiants qui ne connaissent pas franchement donc l'œuvre d'Édouard Glissant. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux faire connaître ces œuvres-là, y compris aussi les vôtres, pour que justement cette Martinique soit réconciliée quelquefois avec ses écrivains?
ce qu'on doit faire, c'est de mettre la lecture, ce qu'on fait déjà d'ailleurs, parce que nous sommes dans une époque où désormais l'écrivain martiniquais n'est plus caché, il a droit de citer, il a droit de parole. Donc les choses vont très bien. Et il faut continuer à le faire. Il faut que nos écrivains aient accès à l'école, de plus en plus, c'est vrai, il faut une ouverture totale. Est-ce qu'il ne faut pas se débloquer dans les têtes en disant que... Parce que quelquefois on dit oui c'est compliqué sans avoir lu, alors que peut-être que si on faisait l'effort, ne serait-ce que de dire je vais ouvrir ce livre, notamment sur l'Édouard Glissant. Ça a été compliqué de lire Glissant. Même Césaire, pour ma génération. Les premiers livres de Glissant, je me suis enfui, épouvanté. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Non, c'est plus le cas. J'ai eu la chance d'avoir approché Édouard Glissant. Je l'ai rencontré dans des salons les plus modestes ou alors les plus huppés. Et ce qui me frappait chez lui, c'est qu'il vivait son concept. Il était toujours heureux de trouver en terre de Martinique ici et ailleurs. C'est extraordinaire. Pour vous, en tant qu'écrivain, Édouard Glissant, c'est qui? C'est le grand frère? C'est le grand-père? C'est le père? Tout ça à la fois. Le grand-père à qui on reconnaît une vivacité d'esprit, toujours en phase directe avec le présent, mais avec ses conceptions. Le père un peu plus proche de moi, et un père est là pour être bousculé. Et puis le frère en qui on discute, on dit oui d'accord, mais ici je suis pas d'accord, là je suis d'accord. Donc c'était tout ça à la fois. Autrement dit, c'est géant de pouvoir obtenir cette espèce de, comment dire, de non-agression des différentes générations, parce qu'il n'était pas rejeté. Il était parfois combattu par des gens qui ne voulaient pas entendre parler de lui. Il a été très souvent décrié. Mais en même temps, vous savez, il a une vision extrêmement précise de la société martiniquaise. Le concept de la créolisation, c'est quoi sinon la mise en relation dans un espace vierge, la Martinique. N'oublions pas que la Martinique a été nettoyée de ses habitants. Et c'est l'arrivée de l'Africain, qui n'est plus africain, de l'Européen, qui n'est plus tout à fait européen, de l'Indien, qui n'est plus indien, qui a mis en place ce que Glissant appelle le processus de la créolisation, et qui finalement a accouché du tout le monde. Et le tout le monde, c'est génial. Quand le livre Tout le monde est paru, nous étions tous les deux en vacances au Diamant. Il me dit, il faut que tu lises ça. Et tu vas me dire ce que j'en pense. Et j'ai lu. Et je me souviens, je dis, mais je trouve ça formidable. Mais je t'attendais au Tournon, parce que ton général SS, là, le nazi, qui reçoit le prisonnier martiniquais devant lui. Je me suis dit, mais comment vas-tu faire intervenir le tout le monde? Vous savez qu'il a fait Glissant? Eh bien, le prisonnier martiniquais tremblotant, il s'entend dire par le général SS, sort fait. C'est génial. C'est d'ailleurs ce que relevait Pépa ce matin en disant qu'il avait toujours des trouvailles intellectuelles et littéraires qui étaient quand même extraordinaires, quoi. Et j'imagine que vous, qui étiez donc à ses côtés, vous avez dû voir comment est-ce qu'il travaillait. Comment est-ce qu'il travaillait justement? Il s'isolait, il partageait, il déclamait tout haut comme certains poètes, comme Césaire? Non, il s'isolait. Je n'ai jamais vu écrire. On vous reçoit, il n'écrit pas. Si vous arrivez, il met de côté son truc, il est à votre disposition. Moi, je n'ai jamais vu écrire. Ou bien il discutait, il laissait tout. Il dit, bon, on va s'asseoir sous la pierre là, auprès du cocotier, et on commence à parler, à discuter. Je l'ai vu faire des discussions qui duraient 1 heure avec l'ami Courcil. Ça grippait, hein? Il se traitait de tout. Oui. Mais à la fin, bon, ben ça va, ben, ok, on va aller manger, on va aller boire quelque chose. Mais je ne l'ai jamais vu travailler devant les gens. Je n'ai jamais vu ça, personnellement. Ouais. Alors, tout le monde s'accorde à dire que la pensée d'Édouard Glissant était puissante. Pourtant, les seules reconnaissances universitaires venaient de l'étranger. Explication de tout cela avec Louis Edvas et Philippe Erlando. La reconnaissance et les honneurs par le monde universitaire, Édouard Glissant a reçu plusieurs manifestations, mais à chaque fois à l'étranger, comme ici à Trinidad ou encore à Bologne, et surtout aux États-Unis où il enseigna, comme Maryse Condé. Mais en France, rien ou presque, Maryse Condé, que nous rencontrions récemment à New York, revenait sur ce désintérêt du monde universitaire français pour les auteurs caribéens. Moi, je dirais simplement qu'aux États-Unis, les gens sont assez
curieux. L'université est curieuse, elle veut connaître, elle veut comprendre. Il n'y a pas un préjugé qui dit que l'écrivain doit être blanc, mort, homme, avant d'arriver à l'université. Peut être une femme, peut être noir, peut venir de la Guadeloupe, un petit pays de rien du tout. Donc finalement, cette curiosité n'existe pas en France. Et il est vrai que les concepts développés par Édouard Glissant, le tout-monde ou la créolisation par exemple, n'étaient pas du tout en phase avec les préoccupations universitaires classiques. Exception notable, la faculté de Paris 8, qui depuis 2002 a créé une bourse Édouard Glissant. Je crois que la France a du mal à reconnaître des problématiques qu'elle perçoit comme particularistes, ce qu'elles ne sont pas. Mais comme elle pense que sa propre culture métropolitaine, c'est-à-dire vraiment la culture française distincte des cultures dites francophones, eh bien elle pense que sa culture est universelle. C'est dommage car cette perception entretient une fuite des cerveaux africains et caribéens qui profitent à plein aux universités américaines. Un jour de Coral Island. Un nouvel invité nous a rejoint, c'est le journaliste Rodolphe Etienne qui a traduit Glissant en créole, donc notamment les deux livres Les Indes et Monsieur Toussaint. Qu'est-ce qui vous a passionné personnellement donc, dans l'œuvre d'Édouard Glissant? En fait, il faut bien reconnaître que dans les années 90, où j'ai décidé de traduire Glissant, il jouissait déjà d'une certaine aura. Et en fait, quand j'ai lu ses poèmes, la somme de ses poèmes, j'ai été fasciné par ce poème que je connaissais déjà, Les Indes, mais qui me parlait totalement différemment, dans la mesure où j'avais l'impression de saisir un peu mieux la notion de créolisation, la notion d'antillanité, et qui à l'époque répondait à des questionnements. J'étais en France à l'époque et j'étais peut-être bousculé dans mes multiples identités. Et la créolité me semblait me limiter, non plutôt, pardon, la négritude semblait me limiter, quoique j'en garde aujourd'hui encore un immense respect, mais la négritude, la créolisation en tout cas, ou l'antillanité ou la caribéanité de Glissant répondait à des questions fondamentales qui encore résonnaient en moi. Et donc, pour aller jusqu'au bout du projet, il m'a semblé intéressant de traduire ce texte. Et voilà, ça m'a permis, à partir de là, d'établir un cheminement intérieur qui a été très fructueux et qui aujourd'hui encore me permet de vraiment saisir ma place dans le monde depuis ce petit bout d'île où j'habite. Donc c'est un travail qui vous a permis de vous découvrir et de vous accomplir vous-même. Et qu'est-ce que vous avez découvert de l'homme et de l'écrivain donc à travers ce travail? Alors moi, ce qui me fascine chez Glissant, c'est la puissance du verbe qui est extraordinaire et qui a bousculé les fondements même du monde. Glissant est connu comme un philosophe qui joue un rôle primordial aujourd'hui. C'est quand même un homme qui a élaboré une pensée un petit peu parallèle à celle de la mondialisation et qui la pointe du doigt et qui la stigmatise. Au-delà de ça, ce qui m'a également fasciné dans l'homme, dans le cadre de rencontres que j'ai eues avec lui, c'est cette puissance qui émane de lui. C'est un homme d'énergie. C'est-à-dire physiquement déjà. Physiquement, et puis sa pensée, quand on est à côté d'Édouard Glissant, et Victor Anis et M. Anis en témoignent, quand on est à côté de Glissant, quand on était à côté de Glissant, il émanait de lui une puissance. On sentait bien qu'il y avait une énergie qui se dégageait de lui. Et moi, c'est ce qui me fascinait le plus. Cette énergie, je l'ai ressentie auprès d'Aimé Césaire également. C'est ces hommes, et moi j'ai été très touché par ce mot de Victor Anisset, de grands hommes. Et je crois que quand on est en contact de grands hommes, cela se ressent, et puis on peut à la limite palper cette énergie, et elle nous nourrit constamment et constamment encore. Et aujourd'hui encore, face au monde tel qu'il est, et ce monde que Glissant avait imaginé tel qu'il est aujourd'hui, dans ses multiples rencontres, face au monde tel qu'il est, Glissant est pour nous, Martiniquais, de ce petit bout d'île, face à ce vaste monde, il est un flambeau. Un flambeau comme dans une nuit noire qui nous éclairait sur ce sentier escarpé qu'est le monde aujourd'hui.
Merci Rodolphe Etienne pour ces témoignages. Édouard Glissant était également membre du Parlement des écrivains qui défend les auteurs menacés dans les pays où il n'y a pas de démocratie. Il avait participé il y a quelques années à Angoulême à une rencontre de ce Parlement. Je vous propose de réécouter son intervention. Naturellement, en tant qu'écrivain, je suis porté à un dialogue entre les cultures qui est absolument fondamental aujourd'hui dans le monde. Les peuples s'affrontent sur la base de l'intolérance et de l'intransigeance. Il faut une autre conception de l'imaginaire humain. Il faut une autre manière d'envisager les relations et je pense que entre les hommes, et je pense que c'est la fonction la plus haute de la littérature. Et que par conséquent, l'œuvre, le travail du Parlement international des écrivains, c'est un travail, ce n'est pas un travail politique, c'est pas un travail humanitaire, c'est le travail même de la littérature et du droit de l'homme à s'exprimer. Voilà, notre dernière invitée qui nous a rejoint, c'est Marie-Hélène Léotin, qui, on le sait, est professeure d'histoire et de géographie et qui est également donc femme politique. J'imagine que chez vous aussi, ce qui domine, ce n'est pas seulement l'écrivain, c'est aussi l'homme engagé, donc quelque part l'écrivain engagé. Et on oublie donc souvent qu'il a connu donc effectivement donc tous ces malheurs donc dans les années 60 lorsqu'il a été un militant anticolonialiste. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour vous donc dans sa vie. Oui, absolument. Entre le début des, disons, 1959 à peu près et 1965, Glissant a été banni de la Martinique. Il s'est fait expulser de la Guadeloupe. Il était désigné enfin, en résidence forcée, si on peut dire, en France. Donc, nous retenons bien sûr le militant anticolonialiste des années 1960 qui nous a beaucoup apporté. Mais l'écrivain aussi, Glissant, c'est d'abord l'écrivain, cette somme de livres que nous connaissons, d'essais, de romans, de poésie. Et je crois que pour comprendre l'apport que Glissant a fait, il faut situer cet apport dans l'histoire des idées au XXe siècle. Avec Aimé Césaire, ça a été la remise en cause de l'européocentrisme, c'est-à-dire le fait que l'Europe se soit décrétée le centre du monde, et ça a été l'affirmation de la valeur civilisationnelle du noir, dire le nègre a une civilisation, ce qui a donné la négritude. Avec Édouard Glissant, on a un positionnement qui est davantage situé dans les territoires du Nouveau Monde. Glissant a essayé de réfléchir sur ce qui a été créé ici et qui donne le concept de créolisation. D'ailleurs, le mot créolisation créole, ça vient de l'espagnol criar, qui ne veut pas dire crier, mais qui veut dire ce qui a poussé ici, qui a été élevé sur place. L'esclave créole, c'est l'esclave qui est né dans les Antilles. Et alors, c'est la raison pour laquelle l'œuvre importante, je crois, de Glissant, c'est le discours antillais, où il dit justement, il a essayé de montrer comment parle l'antillais, comment il s'est construit sous cette terre d'ici, comment il a construit son monde. Je crois que c'est surtout cette œuvre qu'on retient, et c'est à partir de cette réflexion sur ce qui s'est passé ici, ce qui a été créé ici, qu'il a étendu sa réflexion sur le concept du tout monde. Je vous vois acquiescer, Victor Anissé. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est tout le temps en rupture, y compris même par rapport à ces idées qu'il avance, puisqu'il était aussi en rupture contre justement tout ce qu'on pourrait appeler le discours anticolonialiste figé. Il fallait que ça bouge aussi. Ici. Et c'est là qu'il a fait appel aux artistes et aux plasticiens. Et bien sûr, et il nous disait que vous êtes ici, vous êtes là, il s'est passé des choses. Il faut remettre, et au début, les gens n'ont pas très bien compris ce que je voulais dire à l'époque. Quand Édouard venait dans mon atelier, il m'a dit non, tu prends appui sur ça, tu prends appui, tu travailles sur ça, et après tu vas. Et ça, c'est quand elle dit très bien, la notion de colonisation vient de là. Un mot pour terminer pour chacun d'entre vous. Nous avons donc 2 minutes. Donc Marie-Hélène d'abord et puis Victor ensuite. Oui. Ce que je vais retenir, c'est la poétique. La poétique au sens fort, c'est-à-dire la manière de dire le monde dans sa vérité essentielle qui est la vérité humaine simplement. C'est cette manière de dire le monde et cette manière d'essayer de comprendre ce que philosophe guadeloupéen Raoul Servat avait appelé le sens du pays, le sens du nouveau monde. C'est ce que je retiens, c'est ce qu'Édouard Glissant nous a apporté. Merci.
Victor Anissé, je sais que vous êtes très touché et que vous allez maintenant avoir tout un travail à faire pour pouvoir donc préparer et faire en sorte que le dernier voyage qu'on va lui rendre mercredi soit un voyage magnifique. Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être partager encore ce soir avant de nous quitter? Non, moi, ce que je dirais aux gens, c'est de retourner dans les librairies, non pas, il n'a pas besoin d'argent, mais simplement de reprendre les livres, d'acheter les livres et de les relire et d'échanger. Il y a suffisamment de lieux. Il y a une maison, ce qu'on appelle la culture. Il y a des écoles, il y a des enseignants. Il faudrait que les enseignants aillent prendre et fassent lire ces livres. Parce que ce n'est pas si difficile que ça. Merci beaucoup à vous deux. Merci Victor Anissé d'être venu donc ce soir et d'avoir été le fil rouge de cette édition. Et puis comme chaque soir, un mot sur la détention de Thierry Doll, le jeune Martiniquais pris en otage avec 6 autres compagnons au Niger le 16 septembre dernier et transféré depuis au Mali. Aujourd'hui, cela fait 141 jours qu'ils sont prisonniers d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Dans un instant, le journal de France 3, suivi d'une soirée spéciale consacrée à Édouard Glissant avec un documentaire que lui ont consacré Patrick Chamoiseau et Guy Deslauriers, puis un entretien réalisé par Laure Adler avec Glissant. Demain, à 13h, vous avez rendez-vous avec Sophie Loneté, 19h30, Stéphanie Octavia. Au revoir et bonne soirée.